Bonjour à tous, il est midi pile, on va donc commencer notre webinaire qui s'intitule aujourd'hui Reboisement feuillu, opportunités, défis et bonnes pratiques pour réussir, animé par Joé Volpe, qui travaille à l'Institut de recherche des feuillus nordiques. Pour faire un petit mot sur les Midi J9, c'est une initiative qui a été financée par le gouvernement canadien et plus exactement Patrimoine canadien. On se retrouve tous les jeudis à midi, hors période estivale, pour traiter un sujet scientifique et justement apporter notre contribution et mettre en avant les connaissances francophones au niveau de la province. Je vais vous dire donc quelques mots, rappeler quelques règles de base pour ce webinaire, puis ensuite je donnerai la parole à Joé Volpe, chercheur, qui pourra vous donner un peu plus de contexte sur son rôle au sein de son organisation, puis sur son expertise. Donc, pour les quelques informations utiles, je tiens à rappeler que tous les micros sont coupés par défaut, les webcams aussi. N'hésitez pas, à lever la main à la fin pour prendre la parole. On pourra vous activer votre micro pour vous laisser parler. Pendant le webinaire, Joé a prévu 2 périodes de questions pendant lesquelles on pourra aussi vous donner la parole. Mais pendant, la présentation, si vous avez des questions spontanées, n'hésitez pas à les mettre directement dans le module de discussion ou dans le module questions-réponses et puis on pourra les traiter au fur et à mesure. Rapidement, un court mot sur la reconnaissance des terres. Donc, nous reconnaissons respectueusement, que les campus du collège communautaire du Nouveau-Brunswick et les centres Innov se situent sur les territoires ancestraux et non cédés des peuples Mi'kmaq, Wolastoqiyik et Pescotomukati. Nous reconnaissons également l'importance des traités de paix et d'amitié conclus en 1725. Nous exprimons aussi notre respect envers les générations passées, présentes et futures de ces peuples. Nous reconnaissons leur rôle essentiel comme gardiens de ces terres. Cette reconnaissance s'inscrit dans un engagement collectif envers la vérité, la réconciliation et les relations durables et respectueuses avec les premiers peuples. Rapidement, un petit mot sur Innov pour ceux qui ne connaissent pas. Alors Innov, ce sont les centres d'innovation et de recherche appliquée du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. On a 6 centres répartis à travers la province, un orienté sur l'agriculture, un second sur la fabrication de pointe, tout ce qui va toucher l'automatisation, la robotique industrielle, troisième sur l'environnement, tout ce qui va toucher la gestion durable des écosystèmes, la planification territoriale, les milieux humides et les changements climatiques. Un autre orienté bioprocédés qui valorise les bioproduits, fermentation, alcool, produits artisanaux, distillation et biogaz. Un autre sur les matériaux de pointe, notamment les matériaux composites, l'infusion sous vide et les matériaux éco-performants et dans l'élan de la transition énergétique. Et un dernier, Innov to Market, qui aide les entreprises à faire de la mise en marché et des stratégies de positionnement. Innov, c'est environ 30 employés, plus de 130 projets par an, 4 millions de dollars d'équipements de recherche de pointe pour venir tester, prototyper avec nous. Euh, Plus de 30 formations par client par an. On fait partie du top 50 aussi national des les centres de recherche au niveau collégial depuis 2013 et globalement, on porte 90 projets par année. Je vais donc laisser la parole maintenant à Joé pour sa présentation. Merci. Merci, ça sera pas long, je vais juste partager mon écran. Fait que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est juste pas en total Oui, plein écran. j'y vais, là, je me rends là, c'est ça que je fais, voilà. On est tout bon. Donc, bonjour tout le monde. Merci Guillaume de nous accueillir, de m'accueillir, d'accueillir ici l'échange des feuilles nordiques. On refuse presque jamais, au moins qu'on soit vraiment pressé, une occasion de parler feuillis. On est toujours heureux de partager nos connaissances. Puis, qu'est-ce qu'on sait? Des fois, on ne sait pas tout, mais on sait qu'est-ce qui est disponible. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et vous parler d'une thématique qui m'intéresse en plus. Aujourd'hui, on va parler du reboisement feuillu. Puis, j'ai mis 4 objectifs généraux, si on veut, de la présentation.
Le premier, c'est qu'on va essayer de comprendre un peu pourquoi puis comment le reboisement feuillu s'intègre dans une sylviculture durable et résiliente. Comment ça se situe par rapport à d'autres outils sylvicoles qu'on utilise. Comment c'est utilisé. Donc, on va passer à travers de ça. On va aussi identifier ses bénéfices, ses risques et ses limites. Puis, on va présenter les étapes essentielles pour augmenter les chances de succès. Ça, on va y aller assez rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Mais je vous ai présenté une PowerPoint que vous pourrez retourner dedans et voir, il y a beaucoup d'informations dedans qui vont pouvoir vous aider. Puis finalement, bien, on va explorer des pistes d'avenir pour voir comment on pourra à l'avenir saisir des opportunités émergentes dans le secteur du reboisement feuillu. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la place du reboisement dans la sylviculture des feuillus, c'est une place qui est quand même très marginale et très ciblée. Je vous ai sorti quelques chiffres juste pour vous démontrer un petit peu. Si on parle du Canada, on a une superficie d'environ totale du Canada d'environ 909 à 910 millions d'hectares. De ça, on a environ 370 millions d'hectares qui sont des terres forestières, donc des forêts. De ce montant-là, chaque année, comme vous pouvez voir dans le graphe à gauche, on exploite environ 800 000 hectares, entre 700 et 800 000 hectares par année au Canada. Donc, ça, c'est toutes les superficies qui ont une exploitation forestière dessus au Canada. Puis, au niveau du reboisement artificiel, on peut dire grosso modo qu'on a environ la moitié de ce qu'on exploite qui est soit reboisé par plantation ou par ensemencement direct. Comme vous pouvez voir dans l'ensemencement direct, c'est vraiment une très petite proportion du reboisement. Donc, la majorité, c'est de la plantation. Fait qu'on parle environ de 400 000 hectares par année de reboisement au Canada. Puis lorsqu'on regarde la superficie plantée en feuillus, on parle de la meilleure année qu'on a jamais eue, c'était juste au-dessus de 8 000 hectares. Donc, on parle de en bas de 1% jusqu'à un maximum de 2% du reboisement au Canada qui est fait à base de feuilles. Donc, on va comprendre pourquoi dans les slides à venir, mais c'est important de comprendre ce point-là parce qu'on parle de reboisement feuillu ici à l'Institut comme un outil qui est vraiment ciblé, que les gens peuvent se servir dans certaines conditions. On va tout parler de ça, mais c'est important de comprendre que pour garder nos forêts de feuillus en santé, c'est pas le reboisement feuillu qui va être la grosse part des solutions. C'est vraiment en fait l'important, puis c'est ça qu'on a mis dessus l'Institut, c'est vraiment au niveau de faire de la bonne sylviculture pour s'assurer d'une bonne régénération puis des forêts en santé dans nos peuplements naturels. Mais cela étant dit, on va voir pourquoi que c'est quand même important de parler de reboisement feuillu. Donc, pourquoi en parler maintenant? C'est un sujet qui devient, vous direz, de plus en plus d'actualité. Premièrement, il y a toute la question des changements climatiques. On le sait, le climat change et puis ça a des impacts assez prédominants sur nos forêts. Donc, ça pousse un peu le secteur de la sylviculture ou le secteur forestier à regarder des nouvelles options qui, dans le passé, peut-être qu'on considérait moins. Parce qu'il faut s'assurer qu'on a une bonne forêt diversifiée. Ça veut dire la diversification des forêts, c'est un peu une politique d'assurance contre le changement climatique. Si on a toute la même essence, toutes les mêmes familles d'arbres, si le climat change puis qu'ils ne sont pas adaptés à ça, on va être dans le trouble. Donc, c'est bon d'avoir une diversité. D'autres points, c'est qu'on a vraiment un déclin assez important au niveau de plusieurs essences de feuillus. Si on parle, par exemple, ici au Madawaska, l'orme est en tout fait partie est plus présent. Ou s'il est présent, il ne se rend pas à la maturité, donc il n'y a aucune valeur commerciale au niveau du bois. Puis en plus, il a perdu beaucoup de ses capacités au niveau de son rôle dans les écosystèmes parce que depuis les gros canapés qu'il y avait avant, donc ça a vraiment changé la dynamique. On a aussi le frêne qui est attaqué par l'argile du frêne, les taux de décès habituels dans les régions où cet insecte-là est introduit, c'est de 99%. Il a été trouvé à Edmundston 4-5 ans passés, puis les frênes sont tous en train de mourir. Puis on a le hêtre, qui a la maladie du hêtre, qui lui aussi, au niveau commercial, a perdu toute sa valeur, il ne se rend pas à maturité. Puis en plus de ça, on a même beaucoup de modélisation qui nous démontre que l'érable à sucre va subir un déclin, pas un déclin aussi important que les trois autres, mais il va subir un déclin important dans les années à venir à cause du changement climatique.
Donc on peut voir que là, ça nous pousse un peu dans une situation à considérer d'autres options. Puis il faut, comme j'ai mentionné plus tôt, avoir diversifié nos forêts. Il y a aussi tout le mouvement des solutions fondées sur la nature. Ça, c'est des options qui sont surtout appliquées au niveau municipal ou urbaine ou périurbaine. L'exemple qu'on utilise souvent au niveau international, c'est l'exemple de l'État de New York, où est-ce qu'on donne les subventions aux propriétaires de l'eau boisée privée pour gérer le long des cours d'eau dans tout l'État de New York, pour que quand que l'eau arrive à New York, c'est des centaines de millions qu'on sauve par année. Donc, on fait souvent des comparaisons entre ce qu'on appelle infrastructure verte versus infrastructure grise. Donc, c'est tous les facteurs qui, présentement, un peu travaillent ensemble pour faire discuter de le boisement feuillu. Les bénéfices, on en a parlé un peu dans les autres, c'est que ça a une capacité au niveau de l'adaptation et de la diversification de nos forêts. Donc, ça pourrait nous permettre, à travers des plantations, comme qu'on a vu, on fait de la plantation presque exclusivement de résineux au Canada présentement. Donc, ça pourrait nous permettre, dans certains cas très ciblés, de diversifier nos forêts. Il y a aussi une question de restauration des lieux perturbés, que dans certains cas, c'est mieux de le faire avec du feuillu. Il y a le bois de haute valeur. Il y a certaines essences de feuillus. Et si on regarde la valeur après transformation, quand on fait la comparaison entre du bois mou et du bois franc, mais ce n'est pas du tout la même logique. Le bois franc a des multiples plus de valeur, mais comme qu'on va voir, c'est aussi beaucoup plus dispendieux à l'établir et maintenir les plantations. Mais tout de même, c'est une option pour produire du bois de très haute valeur qui devient d'ailleurs de plus en plus rare dans nos forêts naturelles. Il y a aussi toute la question de biodiversité, capture de carbone, la protection bio, puis la gestion des sols. Donc, c'est une bonne option dans certains cas. On va en avoir des exemples plus à la fin dans des opportunités de servir du reboisement feuillu. Donc, c'est tous des bénéfices potentiels de reboiser avec du feuillu. Mais tout cela étant dit, euh, il y a des très grands défis à faire de reboisement feuillu. Même, je vous dirais, quand de temps en temps, ça nous arrive à l'Institut qu'on a des walk-ins, il y a des gens qui arrivent, puis ils nous disent: «Ah, je vais essayer de faire une plantation», puis souvent, on va l'asseoir dans le bureau avec Gaétan Pelletier, notre directeur, on va dire: «Je sais que tu y as pensé, mais on va t'expliquer pourquoi tu devrais y penser 2 fois». Euh, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs limitants. Ça prend quand même pas mal d'expertise. Et on va le voir à travers notre présentation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'en fait pas autant qu'on le souhaiterait. Premièrement, ben, il y a des limites au niveau de l'approvisionnement des semences. Ça, c'est une première limite assez importante. La production en pépinière, on ne peut pas juste avoir des semences comme ça, dépendamment des essences. Il faut qu'on planifie longtemps d'avance. Souvent, il faut qu'ils soient récoltés. La production pépinière est beaucoup plus complexe et coûteuse. Ça prend plus d'espace et plus de temps. Puis ça prend un plus bon suivi de la qualité que les résineux. Donc, c'est assez dispendieux de produire des semis. Puis en plus, les coûts d'établissement des plantations et d'entretien suite à la plantation sont très élevés. Dans certains scénarios, on peut parler de 8 à 10 000 hectare juste pour l'établissement. Donc, vous pouvez vous imaginer que c'est assez dispendieux. Il y a de la compétition végétale intense qu'il faut gérer. C'est c'était pas facile. Présentement, dans les résineux, ben, on arrose souvent avec des herbicides. Dans le feuillu, un peu, mais les options sont plus limitées parce que les herbicides affectent aussi, la majorité des herbicides qu'on utilise présentement affectent le feuillu, donc c'est plus dispendieux de l'arroser. Il y a aussi une question de broutement qui est ravageur. Lorsqu'on a des hautes populations d'orignaux, si on fait une plantation d'érable à sucre, je peux pas mal vous garantir qu'à moins qu'il y ait une clôture édifiée autour, en dedans d'un an ou deux, ils vont être druqués pas mal jusqu'au coton. Donc, c'est pas évident de gérer ça. Il y a aussi la question de la forme, de la qualité du bois. Il ne faut pas juste les planter. Il faut s'assurer qu'on a un retour sur notre investissement. Pour faire ça, il faut s'assurer qu'on ait une bonne forme, puis une bonne qualité de bois. Puis ça, ben, ça implique des investissements assez importants. Il faut d'ailleurs faire de l'agage, des tailles de formation. Puis finalement, on a un défi de culture. Il y a eu beaucoup, beaucoup de d'échecs dans la plantation de feuillus, à un point tel que des gens sur le secteur, pendant longtemps, tu dis: «On fait une plantation de feuillus». Tout de suite, c'est comme: «Écoute, on a essayé ça, puis ça ne marche pas». Mais il y a quand même des techniques puis des situations ciblées qui devraient nous permettre d'en faire, puis d'en faire profitablement, autant au niveau écologique que dans ça. Donc, j'aimerais voir s'il y a des questions. Si quelqu'un qui a une question à date, on pourrait peut-être, Guillaume, je ne sais pas si que
Oui, ben, pour l'instant, oui, c'est ça, vous pouvez poser vos questions, dans le chat ou dans S'il y en a pas tout de suite, je peux continuer. Vous les poserez. Est-ce que tu en as qui ont sorti, pour l'instant, non, rien n'est OK? sorti, de mon Bon, côté. mais si vous n'avez gênez-vous pas, je vais continuer. La prochaine étape, fait que là, on a vu un peu, OK, bon, mais c'est quoi les bénéfices du feuillu? C'est quoi les grands défis? Qu'est-ce que ça représente comme un outil au niveau sylvicole? Quelle place ça occupe? On voit que c'est une place marginale, très ciblée. La deuxième étape, le deuxième objectif, j'aimerais vous discuter de un peu, on a travaillé ensemble. C'est vraiment le travail de Storm Robinson, ma collègue, qui a mis ça ensemble et on l'a un peu adapté pour une présentation. Mais c'était un peu, c'est quoi la checklist qu'il faudrait s'assurer de vérifier avant de faire avant de faire une plantation de feuillus ou un reboisement feuillu, pour s'assurer de mettre les chances de notre côté, pour au moins avoir une certaine chance de succès. Comme vous pouvez voir, un peu la notion des gens, parce qu'on se base sur le résineux, c'est que tu plantes ça là, puis essentiellement, tu laisses ça là, tu fais un peu de dégagement. Dans le cas du feuillu, c'est beaucoup plus complexe, puis il y a beaucoup plus d'étapes. Donc, je vais les passer avec vous une à une. On va y aller assez rapidement parce que chaque étape a des sous-étapes et des questions, mais je vous ai monté une présentation que si vous jamais vous voulez y retourner, vous avez beaucoup d'informations dedans. Donc, moi, je vais y aller assez rapidement, mais vous avez l'information là disponible. Ah, pardon. Moi, la première chose, puis je sais que pour des gens d'expérience, ça va sonner de base, mais la chose la plus importante, c'est qu'il faut établir des bons objectifs et aussi des critères de succès. Puis ça, c'est tout ça qui va déterminer les approches, les techniques, puis les méthodes qu'on va prendre, autant au niveau du choix des essences que de la préparation de terrain. Donc, si on veut, par exemple, faire une production ligneuse, mais il faut qu'on s'assure que dans notre plantation, la façon dont on va la faire, il faut que les machines doivent rentrer parce que sans ça, ça ne marchera pas. Donc, il faut avoir un certain niveau d'accès. Donc, chacun des objectifs, que ce soit la production ligneuse, la restauration, question d'améliorer l'habitat faunique, la biodiversité, l'adaptation climatique, la recherche, l'agroforesterie, chacun de ces objectifs-là ont des critères de succès distincts qui vont faire en sorte que ça va affecter les méthodes qu'on va prendre pour le reboisement. Donc, la première étape de tout avant d'établir le reboisement, puis c'en est souvent une qui est pas assez bien définie, c'est qu'il faut faire un très bon diagnostic du site et de ses contraintes. Et on va voir à la prochaine slide pourquoi. Il faut vérifier des choses comme le sol, la texture, la profondeur, la compaction, le pH, la fertilité du sol. Il faut aussi s'assurer d'avoir un bon drainage. Il faut comprendre la pente, l'exposition au soleil, les accès, l'historique du site. Il y a une lumière disponible, le niveau d'ouverture du couvert. Est-ce qu'il y a déjà une grosse compétition végétale installée? C'est quoi cette compétition-là? Comment on peut s'assurer de la gérer? Puis là, on va voir que c'est beaucoup relié à ce qu'on appelle l'auto-écologie des essences. C'est la deuxième chose qu'il ne faut pas se tromper. Première chose, on diagnostique notre site. On le comprend bien, on comprend qu'est-ce qu'il y a là. Deuxième chose, après ça, il faut trouver des essences qui fit ou qui sont adaptées à ce site-là. Je peux vous donner certains exemples. Par exemple, si on a un site avec une pente raisonnable, qui a une altitude pas trop élevée, une bonne altitude, à la bonne place, que ça se draine bien, que le sol est bon, mais on peut considérer des essences comme le ramassure, des choses comme ça. Mais la minute que le sol se draine mal, qu'il y a trop d'eau qui demeure pendant trop de jours par année, il faut passer à autre chose. Le ramassure est éliminé. Je vous donne des exemples, mais il faut absolument qu'on comprenne bien qu'est-ce que chaque arbre a besoin. Ça, c'est très bien défini. On a des arbres, des références comme par exemple North American Silvex qui nous disent, OK, bon, mais du frêne, ça peut vivre 120 jours avec la racine submergée, ça a besoin d'un temps de soleil, ça pousse dans tel type de sol. Donc, on a ces informations-là. Donc, il faut prendre notre site et s'assurer que l'essence qu'on choisit va être bien adaptée au site. Après ça, il faut aussi choisir l'essence, la provenance, puis avoir une stratégie climatique. Ça, c'est un petit peu plus nouveau, mais je vous explique. Aujourd'hui, si on veut faire une plantation de feuillus, il faut évidemment avoir la bonne essence, le bon site, mais il faut aussi se questionner sur la provenance, c'est-à-dire que d'où vont provenir nos semences ou nos semis. La provenance, c'est comme par exemple mon arbre que je vais planter, la graine que j'ai prise, elle vient de New York State. Puis ça aussi, on a des barèmes qu'on peut se servir, comme par exemple, moi je travaille dans le noyer noir, dans l'Orgueil-Mois.
Puis on sait que le noyer noir, si on le monte, je vais dire en mille, là, mais de 200 000 au nord, on prend un arbre qui est 200 000 au sud, puis on le plante à un site 200 000 au nord, il devrait avoir une meilleure performance que tous les noyers noirs, là, parce que les arbres prennent du temps. C'est en êtes-vous qu'on était à la présentation en des temps, quelques semaines passées. Les arbres prennent du temps à se déplacer pour suivre le climat. Donc, ce qu'on fait, c'est on saute. Donc, c'est important, tout ça pour dire que c'est important de prendre en considération de nos jours la provenance parce qu'il faut choisir des essences qui vont être bien adaptées non seulement aujourd'hui, mais dans 50, 60, 80, 100 ans d'ici. Donc, il faut faire des efforts pour identifier des provenances qui vont être bien intégrées. Ensuite, il faut aussi très bien planifier l'approvisionnement en semences ou en plants. C'est pas simple dans le monde du feuillu. On ne peut pas juste comme appeler à quelque part et dire as-tu tant d'érable à sucre. Il y a pratiquement personne qui en produit juste comme ça, à part que pour le résidentiel, mais je parle à des gros volumes, on n'a presque pas de capacité, particulièrement en Atlantique. Donc, il faut s'assurer longtemps d'avance, puis je vous parle là, de façon réaliste, au moins une saison et demie, si pas deux saisons à l'avance, pour voir qu'est-ce qui est disponible, quelles semences sont là, si on peut les recommander, comment on peut s'organiser. Il faut aussi avoir dans une certaine mesure, bien comprendre l'origine, s'assurer d'une certaine traçabilité des semences. Puis à partir de ça, on peut se faire un calendrier de commande. Puis il faut regarder, par exemple, la qualité des semences qui sont disponibles dans la région, puis les capacités des pépinières. Donc, ça sonne de base, mais dans le monde du chenil, si c'est un résilient, habituellement, il y a de la capacité en masse, il y a du monde dans l'expérience à se donne. C'est pas tout à fait la même chose. Même que j'ai rajouté une slide parce que dans certains cas, juste à la pépinière, puis demander, ils ne pourront pas, il faut s'impliquer. Comme nous autres, on a fait des projets à l'Institut dans lesquels on a été obligé de s'impliquer dans la récolte des semences comme telles. Parce qu'il y a certaines années que c'est assez à sec, par exemple, l'érable à sucre peut avoir un cycle de 3 à 5 ans, ce qui va avoir une bonne année de semences, que les érables à sucre vont faire beaucoup de semences, puis entre ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut s'assurer de prévoir la récolte des semences si on est dans une situation comme ça. Il faut aussi s'assurer que quand on les ramasse, qu'ils sont matures. Donc, on fait ce qu'on appelle des tests de coupe, c'est-à-dire qu'on va ramasser les semences, on va les couper, puis on va voir si l'embryon est bien formé puis qu'il est prêt. Puis faire des tests de viabilité, puis chaque semence aussi, si on veut les conserver, il y en a qui ont besoin d'être stratifiés pour une période de 4 à 6 mois. Il faut qu'ils soient dans une condition froide, habituellement entre 1 et 5 degrés ou 0 à 5 degrés. Mais si on ne fait pas ça, la baleine ne germera pas. Donc, il y a toute une liste, je ne vais pas tout passer là-dedans. Comment on entrepose ça, comment on brise la dormance, le suivi des documentations. Donc, malheureusement, et dans le cas des feuillus, souvent, il faut s'impliquer aussi dans le processus aussi loin en arrière que le choix des semences. Si on a des plants, on part de la prémisse qu'on a pu trouver des plants, mais il faut choisir le bon type de plant. Habituellement, dans le monde des feuillus, c'est rare qu'on va planter ce que vous voyez là, 1+0, 2+0, 2+1. Ça veut dire, par exemple, 2+1, ça veut dire que l'arbre il a passé 2 ans en pépinière, dans un pot, puis ensuite 1 an en champ. Donc, on le transplante à la 3e année. Parce que les feuillus, habituellement, c'est très rare qu'on va les planter après 1 an. Actuellement, il faut attendre minimum 2, puis souvent, ça va prendre 2 ans de pépinière, 1 an en champ, puis là, on va les planter, mais ça varie, c'est là, c'est pas toujours. Ce que l'autre dit là, c'est pas applicable partout. Mais il faut s'assurer d'avoir un bon stock, dépendamment de notre type, puis qu'est-ce qu'on a de besoin. Ensuite, ben, au niveau des racines, il faut vérifier la racine. Vous voyez, une racine tordue comme ça, l'arbre, il ne se rendra pas loin. Il y a certains critères comme le diamètre au collet qui nous donne une idée. Donc, il faut vraiment s'assurer de choisir des plants de qualité et le bon stock qu'on a besoin. Ça ici, préparer le site et le contrôle de la compétition initiale, je vous dirais que c'est là que 80 à 90 des projets naissent puis meurent, ils faillissent là. C'est un travail considérable de préparer un site. Ça y est d'ailleurs aussi pour les plantations de résineux, mais c'est encore plus important pour les feuillus. Donc, il y a plein de facteurs qu'il faut s'assurer. Si c'est un site d'après-coupe, ben, il faut s'assurer vraiment d'enlever les résidus, des déplacer. Ensuite, si ça a été compacté par la machinerie forestière, dépendamment des types de sols, il faut les compacter au moins où est-ce qu'on va planter. Il faut aussi faire toute une gestion, autant des graminées, des arbustes, des framboisiers, des plantes allélopathiques. Il faut gérer ces plants-là parce que
Si on prend un champ, puis on plante des feuillus juste comme ça, sans préparer le site, je vous garantis, c'est 99 des chances que ça a des taux de survie, en tout cas, très, très bas. Ça prend un contrôle. Habituellement, la façon que c'est fait, c'est que on fait un délagement mécanique, on fait un spray chimique, puis après ça, on fait de la finition, on prépare le tout. Fait qu'il faut vraiment y voir, il faut faire une bonne préparation de site. Chaque site a sa préparation, pas unique, mais il y a des choses qu'on n'a pas besoin de faire sur certains sites qu'il faut faire sur d'autres. Mais tout ça pour vous dire que la préparation du site, c'est un immanquable. Il faut absolument qu'on mette du temps et de l'énergie, puis qu'on investisse beaucoup d'argent pour préparer le site. Ensuite, il faut aussi déterminer la densité, l'espacement, la composition, puis la disposition. Donc, ça, c'est surtout au niveau des récoltes futures, quand on le fait dans un scénario de production lieuse, mais même dans un scénario que ce soit au niveau de la restauration, de l'habitat, il faut quand même considérer ces choses-là. Il faut avoir le mix d'essence, il faut savoir à quelle distance on va les planter, il faut savoir aussi la configuration, comment on va les planter. Comme par exemple, si c'est un cycle ligneux, bien, il faut évidemment s'assurer que les distancements qu'on a, que les machines peuvent rentrer dans 50, 60, 80 ans, même avant ça, parce que des fois, on va faire une éclaircie commerciale, une éclaircie pré-commerciale. Donc, il faut que nos arbres soient placés dans une position à ce qu'on ait accès. Puis c'est que ça prend une bonne composition de mélange, il faut planifier l'accès, puis il faut prévoir des sélections futures qu'on va faire dès le début. Il faut aussi, bien planifier le calendrier de la journée de plantation comme telle ou les jours qui mènent à ça. Il faut déterminer le moment de la plantation, mais il faut comprendre, il faut avoir une flexibilité. Il faut vraiment considérer la météo. D'ailleurs, c'est démontré par de multiples études que les plantations dans le mois de juillet, quand il fait +30, qu'il y a des vents séchants, les taux de succès sont beaucoup, beaucoup sous la normale ou sous ceux-là qui sont pas faits dans des journées comme ça. Donc, il faut s'assurer d'avoir la bonne météo. Il faut organiser un transport, ça sonne assez, mais il faut absolument l'avoir là au bon temps. On ne peut pas prendre des semis d'une pépinière puis les laisser sur le site 4 semaines de temps parce qu'ils ne passeront pas à travers. Habituellement, on essaie de faire ça en dedans d'une journée, une journée, 2 jours. Ça peut aller à une semaine dans certains cas, mais si c'est le cas, ben, il faut prévoir l'entreposage sur le site. Il faut s'assurer que les racines demeurent unies. Il faut que ça arrive, il faut que les équipes soient déjà organisées. Ça prend pas mal de planification au niveau de la plantation comme telle. Donc, il faut s'assurer d'avoir tout ce que ça nous prend quand on est rendu. Il faut aussi évidemment appliquer des bonnes techniques de plantation puis d'ensemencement. Numéro un, il faut que ce soit planté à la bonne profondeur. On ne peut pas enterrer le collet. Le collet, ce qu'on appelle quand on parle du collet, c'est où est-ce que la racine rencontre le tronc. Donc, on ne peut pas l'enterrer trop creux ou pas assez creux. Il faut que c'est juste bien placé pour que la racine soit enterrée pas trop creuse, dans le même temps quand c'est tout dans la terre. Donc, chaque essence, ça varie un petit peu, mais essentiellement, si on enterre des pouces, un pouce au-dessus du collet, on devrait être correct. Donc, il faut positionner le collet. Les racines en J, il faut éviter les racines en J. Ce que c'est une racine en J, c'est quand on vient à planter, souvent la racine va se replier sur elle-même. Donc, si on va puis on plante l'arbre comme ça dans le trou, il n'y a pas de chance en partant. Il faut absolument s'assurer que la racine. Donc, dans du résineux, c'est relativement simple, c'est des petites blocs. Mais dans le feuillu, les peaux sont plus gros, donc c'est plus de travail, plus de soins à s'assurer que la racine est bien placée. Il faut s'assurer d'un bon contact sol-racine. Puis, il faut vérifier un peu la stabilité de l'arbre avant de le laisser aller voir celui qui est bien stable. Puis, il faut protéger l'humidité des racines. Un petit point à côté ici, là, on parle beaucoup de plantation, mais il y a aussi, dans certains cas, très, très rare dans le feuillu. Je vous dirais qu'il n'y en a presque pas au Canada, mais on peut aussi faire un ensemencement direct, c'est-à-dire à la graine du décès. On fait surtout ça dans le résineux, parce qu'après des feux. Donc, dans le nord, parce qu'on n'a pas d'accès. Donc, dans le Grand Nord, il y a un feu de 20 000 hectares ou 5 000 hectares. Donc, là, on peut passer avec des drones, juste lâcher de la graine après qu'on il faut faire une certaine préparation du terrain, mais ce n'est pas beaucoup utilisé comme on a vu dans les grappes précédemment. On parle de beaucoup moins de 1 au Canada, des sites qui sont reboisés de cette façon-là. Mais quand même, c'est quelque chose qui devient, dans certaines conditions, un peu plus intéressant, vraiment à cause de l'ampleur des feux qu'on a. Puis, c'est quelque chose à considérer que je voulais vous mentionner. Là, on a planté
tout est beau, mais en réalité, le travail commence juste à une plantation de bois franc. Il faut s'assurer de protéger contre le broutement. C'est vraiment pas facile. Dans certains cas, il faut aller aussi loin que d'ériger des clôtures de 6 à 10 kilogrammes parce que ça ne marche pas autrement. Ils vont toujours manger les bourgeons terminales, puis la plante va finir soit par mourir ou d'une qualité tellement pauvre qu'elle n'aurait plus de valeur. Donc, ça, c'est vraiment un des gros boulots qu'on fait face dans la plantation de feuillus. Les rongeurs, la même chose. Ça se protège mieux d'un sens. On peut mettre des siens, mais comme vous pouvez imaginer, chacune de ces choses-là engendre des coûts considérables. Puis quand on fait ça à grand volume sur des 5 000 ou des 10 000 hectares, ben, ça devient trop dispendieux. L'investissement initial est trop élevé. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle on n'en voit pas beaucoup au Canada. Il faut aussi réduire la compétition végétale, comme on l'a mentionné, souvent c'est fait par herbicide. Tu peux le faire par après par gestion mécanique, mais ça aussi c'est dispendieux, ça donne des moins bons résultats. On peut utiliser du paillis pour contrôler la végétation, mais là, quand on prend du paillis, on encourage les rongeurs et les ravageurs à s'établir un peu un habitat là qui cause un autre problème. On peut installer des protecteurs contre les rongeurs. Ça va les protéger contre les arbres bas aussi jusqu'à une certaine hauteur. Il y en a qui vont jusqu'à 5-6 pieds, mais c'est dispendieux, puis c'est pas facile à gérer non plus. Il faut arranger ça, puis ou ériger des clôtures. Puis évidemment, mais il faut aussi faire des dégagements après. Habituellement, les plantations de feuillus pour au moins, je dirais, 2 à 5 ans, dépendamment des sites. Vous savez, c'est relatif aux sites. Il faut s'assurer d'au moins faire un ou deux dégagements par année, soit par herbicide ou mécaniquement. Puis sans ça, les arbres vont se faire prendre par la compétition, c'est végétal. Puis ensuite de ça, il faut entretenir au stage Gaudy pour s'assurer d'avoir une bonne forme. Donc, il faut faire de l'élagage, des tailles de forme. Donc, une fois qu'on a planté dans le feuillu, le travail n'est pas fini en réalité. Il commence juste. Après ça, on prend en compte qu'on l'a établi, on a fait un suivi. Nous, ce qu'on préconise toujours à l'Institut dans toute situation, pas juste en reboisant, c'est que on encourage beaucoup, beaucoup nos clients et nos partenaires à prendre une approche d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer de bien définir nos objectifs, analyser nos besoins avant de commencer, mais il faut évaluer continuellement puis s'assurer d'avoir un bon monitorage pour qu'on soit dans des situations où est-ce que si on fait des erreurs, puis on en fait tout le temps, ou pas juste des erreurs, c'est pas optimal. Ce qu'on vise, c'est la production optimale. Donc, on peut s'ajuster. On va dire attendre 20 ans. Si on voit qu'il y a une mortalité, on peut regarder. Si on voit qu'on a des problèmes de rongeurs, on peut considérer d'autres options de protection. Mais l'important, c'est de bien monitorer le site, bien monitorer la plantation, puis d'apprendre à mesure qu'on avance pour faire sûr que à la fin ou une période de 5 à 10 ans, on est déjà amélioré notre sort, puis surtout dans la prochaine où on va faire, puis on a déjà d'ailleurs fait beaucoup d'améliorations dans des projets comme ça en utilisant cette méthode-là, en reboisant et autres. Donc, c'est super important de faire un bon monitorage puis d'avoir un processus établi d'amélioration continue puis de suivi. Donc, grosso modo, au niveau des risques et bénéfices puis des méthodes, on a 4-5 choses qu'il faut se rappeler. Un, c'est que c'est un outil puissant. Dans certaines situations, particulièrement dans les zones dégradées, dans les zones urbaines, dans les zones périurbaines. Je ne compare pas de des gros volumes de plantation, mais que je peux vous donner un exemple. C'est clairement démontré que le feuillu, une forêt de feuillu résiste beaucoup mieux à un feu de forêt qu'une forêt de résine. Ça, c'est clair, c'est des multiples de fois. Donc, dans les régions urbaines et périurbaines, oui, ça peut être plus dispendieux, oui, ça peut être plus demandant, mais dans certains cas, sur certains sites, ça vaut la peine de considérer de faire du reboisement de feuillus ou d'aménager des sites, de faire de la sylviculture qui va nous permettre d'avoir une régénération de feuillus. On n'a pas besoin de le planter ici, déjà là. Mais c'est important, ça nous fait des buffer zones entre les feux. Donc, là, vous voyez, on commence à dire oui, c'est un investissement, mais il y a des retours potentiels assez intéressants. Donc, c'est un outil puissant, mais ciblé dans des situations spécifiques. Puis, c'est super important de se rappeler que le site détermine une grande part du succès. Autant le site comme tel, puis sa préparation, je vous dirais que c'est une grosse partie de la bataille,
Puis l'autre, ben, c'est l'essence, la provenance, puis le type de matériel végétal qu'on utilise pour faire des choix stratégiques. Alors, qu'est-ce qu'on va planter sur quel site, en considérant un taux écologie de l'essence en question. Puis il ne faut pas oublier, quatrièmement, comme qu'on a vu, que planter, c'est juste le début. C'est souvent quand on a des clients qui viennent ici et disent: «Ah, moi, je veux planter ça, moi». Dans la tête des gens qui ont moins fait ça ou qui ont moins d'expérience, mais on pense, on va planter ça, puis après ça, on a besoin de ça aller, mais c'est vraiment, vraiment pas le cas. C'est vraiment important de comprendre ça. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai dit beaucoup, donc si les gens ont des Oui, questions, oui, cette vas-y. fois-ci, on a 2 petites questions. Julie Godet nous demande: «Serait-il possible de partager à nouveau la source disponible pour choisir le meilleur arbre pour le reboisement?» Le meilleur arbre pour le reboisement, ben, ça va dépendre, évidemment, comme qu'on l'a dit, il y a jamais un arbre qui est meilleur que les autres. Le meilleur arbre va dépendre de ton site. Donc, c'est de là l'importance de très bien comprendre, caractériser le site. Puis ensuite, si on veut trouver des informations, par exemple, sur quelle essence, je te donne des exemples, le nombre de jours qu'un arbre peut rester émargé, qui est un facteur sous l'eau qui est important parce que si on est, par exemple, dans les plaines inondables, puis qu'il y a 140 jours par année, qu'il y a toujours de l'eau, que l'eau est proche sol, ben, il y a certaines essences qui ne pourront même pas survivre dans des situations comme ça. Là, on ne parle même pas de performance optimale, on parle qu'ils ne vivront pas. Donc, puis les sources, il y a le North American Silvix. Puis nous aussi, s'il y a de quoi, tu peux m'envoyer un courriel, je cherche une source spécifique, ça m'a fait plaisir de te les partager. Il y a le Guide sylvicole du Québec. Puis nous aussi, à l'Institut, on a le taux écologie, on a un guide sur le taux écologie des essences au Nouveau-Brunswick. Donc, il y a plusieurs sources que tu peux te servir pour déterminer ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Excellent, merci. Bah, je vais la laisser répondre s'il y a un besoin de complément d'information. Il y a une seconde question de Michel Hédoux. Oui. Quels sont Est-ce qu'on aurait quelques exemples de plantes allélopathiques naturelles au Nouveau-Brunswick? Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de plantes qui en ont. C'est juste que ça dépend du degré. Je dirais que le pin cherry, puis écoute, il y a pas une tonne d'études là-dessus. Mais le pin cherry est reconnu, par exemple, pour contrôler la végétation autour. Puis il y en a d'autres, je suis certain, mais c'est vraiment une question intéressante parce qu'il y a beaucoup de recherches à être faites dans ce domaine-là. Un exemple pas du Nouveau-Brunswick, là, mais que moi je travaille dessus présentement, c'est le noyer noir. Le noyer noir, Juglans nigra. Ben, d'ailleurs, oui, il y a un cousin qui a la même capacité, qui est le noyer cendré, Juglans cinerea, je pense. C'est le nom Juglans, le nom scientifique, c'est une substance chimique qu'il y a dans les feuilles, dans les racines, dans les husks, tout ce qui est un peu au niveau de la végétation de l'arbre. C'est une substance qui tue beaucoup, beaucoup de différentes sortes de plantes. Donc, c'est un avantage compétitif pour lui parce que quand il devient assez gros, à force d'accumuler des feuilles et des glands qui sont ramassés avec la hausse, ça devient que ça tue toutes les graminées, puis ben pas toutes, mais une grande partie. On en a d'autres, Michel au Nouveau-Brunswick. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais je pourrais vérifier ça. Je sais que le Pincherry, c'en est un. Je suis presque sorti de celui-là. Mais il y en a d'autres, puis c'est un peu un spectrum qui, il y en a beaucoup qui ont un impact quelconque, mais on ne connaît pas nécessairement l'amplitude de cet impact-là. Puis il y a d'autres facteurs aussi, comme si on a un arbre qui dédarge des choses par la racine, mais ça va dépendre du type de sol. Et s'il y a un sol qui se draine super bien, puis c'est sablonneux, bien, probablement qu'il va y avoir moins de substances chimiques qui vont rester parce qu'il va se leacher à mesure. Mais si on parle d'un sol qui a une moins bon drainage, ça peut avoir plus d'impact. Aussi le biome du sol comme tel, toute la vie bactérienne, tout ce qui vit dans un sol, la mycorhize, les champignons, ça peut tout avoir un impact sur cet impact allélopathique-là. Donc, je ne sais pas si ça répond à ça à ta question, mais je pourrais t'en venir avec des sources du Nouveau-Brunswick. Je ne peux pas t'les nommer là, hors de temps, pas mal, mais je suis certain qu'il y en a d'autres que le Pincher. OK, ben, Julie et Michel semblent satisfaits des réponses. OK. Merci Ben, pour, je vais passer à la dernière partie. On a-tu le ouais, temps? Oui. parfait. Fait que je vais passer à la dernière partie de la présentation. Là, ce qu'on va parler, c'est un peu
des opportunités ciblées qu'on pourrait développer. Je pense qu'avec l'état des connaissances, puis où est-ce qu'on est présentement, de par aussi que la semaine prochaine ou le mois prochain, on va commencer à faire des plantations de feuillus, des 10 000 hectares industriels, c'est pas réaliste. Dans les pays qui le fait, on pense à l'eucalyptus au Brésil, on pense en Chine avec des très gros projets de réclamation. Mais pour nous, ici, on a des contraintes, des facteurs que je pense qu'on n'a pas encore assez bien saisi ou on n'a pas assez de pratique. Mais cela étant dit, il y a des très belles opportunités qui nous permettraient au moins faire la bonne recherche appliquée, des essais qui nous permettraient ensuite de passer à la prochaine étape. Ça, c'est mon avis. Il y a peut-être des gens qui m'ont dit le contraire, qu'on pourrait en faire plus, qu'on ne devrait pas en faire tout. Mais moi, je pense qu'il y a certaines opportunités. La première, c'est qu'il y a certaines essences qui ont des valeurs économiques et commerciales très considérables. Puis il faut les essayer dans nos régions à travers la migration assistée dans certains cas. Je vais revenir sur chacun de ces points-là. La restauration écologique et services écosystémiques. On a beaucoup de sites qui sont dégradés. On a des sites qui ils ne rendent plus les services écosystémiques qu'on avait dans le passé. Mais à travers une restauration feuillue ou mixte, je suis persuadé que c'est des bons sites qu'on pourrait utiliser pour faire des tests et qu'on aurait des bons résultats. Il y a aussi toute la question de l'adaptation climatique, la résilience des collectivités. Je donnais l'exemple, par exemple, tantôt, je cherche le mot en anglais, mais des brise-feux à l'os de feuillus. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a toute la question de sécurité alimentaire autour des zones urbaines, périurbaines. On a certaines essences de feuillus qui produisent non seulement du bois, mais aussi des produits comestibles en même temps. Donc, toute la question de l'adaptation climatique, la résilience des collectivités, on va y voir, il y a des belles opportunités là. Puis aussi, question de recherche appliquée, puis de démonstration, puis de développement d'une capacité régionale, autant en production de celui qu'en connaissance de production de feuilles. Donc, si on passe rapidement, la valeur économique et commerciale, on est capable, dans certains cas, de créer une valeur avec des feuilles de qualité. Le problème de base, c'est un problème financier, c'est que c'est quand même des bons retours, mais ils sont très à long terme. Tu sais, on parle d'un horizon de minimum 60 ans, qui peut aller jusqu'à 80 ans. Puis les investissements sont élevés, initiaux. Donc, ce n'est pas le type d'investissement que les gens préfèrent ultimement, mais il y a quand même des potentiels. Parce qu'on a beaucoup de terres qui n'ont pas beaucoup de valeur. Puis présentement, par exemple, si on fait un projet de restauration dans un site, ben, on a comme rien à part peut-être d'aller planter des essences qui ont une valeur économique parce que le terrain n'a pas de valeur économique. Mais au moins, on ajoute quelque chose, même si on investit, on a une capacité là, au moins de tirer un certain retour sur l'investissement au lieu de pas du tout. Donc, la production de feuillus nobles à haute valeur, je pense que une autre des problématiques qu'on a, c'est ce qu'on a ici, comme par exemple l'érable à sucre, est un des pires candidats pour une plantation. Un, c'est que c'est un arbre qui, à un stade de semis, préfère de beaucoup l'ombre. Deux, les chevreuils puis les oignons en raffolent. Donc, il va peut-être falloir considérer d'apporter des essences d'ailleurs, sans juste on n'a pas besoin d'aller les chercher super loin. Il y en a certaines de moi, un projet que je travaille dessus, comme je disais tantôt, c'est le noyer noir. Donc, c'est un peu une expansion du range actuel du noyer noir au lieu qu'on apporte quelque chose qui est complètement à l'extérieur de notre forêt. Il y a aussi des potentiels, je pense, à explorer des modèles financiers à développer pour la production de diversité de la gestion mixte. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être considérer, puis ça a été essayé dans certains endroits, mais très peu. Je parle même au niveau, en Amérique du Nord, il y a très peu d'études là-dessus, mais on pourrait, par exemple, avoir des plantations mixtes, mettons, et je vous dis ça comme ça, c'est tout approuvé, là, mais épinette blanche, érable argenté, avec du noyer noir, par exemple. Donc, là, au niveau financier, ce qu'on fait, c'est qu'on va sortir l'érable, on va sortir, excusez-moi, l'épinette blanche après 35 ans pour en faire de la pâte. Même chose pour l'érable à sucre, 40 ans, mettons. Donc, on a des entrées de revenus qui nous permettent de maintenir des feuillets nobles pour un autre 50, 60 ans. Donc, ça a un peu aplanir les risques financiers. Donc, il y a des options comme ça qu'on peut garder. Il y a aussi toute la question de l'agroforesterie et du système intégré, que ce soit des windbreaks, que ce soit des questions de sécurité alimentaire, on va planter des noisetiers, des arbres
les arbres à bois et noix en même temps pour assurer une certaine sécurité alimentaire, puis en même temps, ben, aider parce que c'est démontré que si on a trop d'hectares en terre agricole sans avoir de windbreak, on a beaucoup de pertes de sol riche avec le vent et l'érosion. Donc, il y a des options là. Il faut un peu toujours qu'on ait une double valeur. Il y a aussi toute une question de valorisation à long terme du territoire. Donc, une question de non seulement regarder les profits, mais aussi des terres gouvernementales ou des terres publiques ou même des gens que des terres privées qui sont prêts à investir. C'est qu'il y a une question d'ajout de valeur. On a beaucoup, on le voit ici, des champs qui poussent en longue et en friche. Donc, on prend des terres qui avaient des valeurs extraordinaires au niveau agricole. De nos jours, ils valent quasiment plus rien. Donc, il y a un potentiel de se bâtir une équité à travers des feuillus nobles et des feuillus qui ont une haute valeur. Il y a aussi la question de l'adaptation climatique et la résilience des collectivités. Euh, je pense qu'il va falloir à un certain point, au moins dans les zones urbaines et périurbaines, considérer la diversification de nos forêts. Parce qu'à cause de nos pratiques passées, souvent, pas partout ici, à Edmonton, on est quand même vraiment bon de ce côté-là, ce que les autres ont dit, mais c'est pas partout. Mais il faut qu'on ait des forêts diversifiées pour se protéger contre le changement climatique. Donc, il va y avoir des opportunités là. Il y a toute la question des forêts urbaines et périurbaines. Donc, on peut travailler avec les municipalités au moins pour faire des champs d'essai, puis regarder qu'est-ce qui fonctionnerait. Des zones tampons, autant au niveau de l'eau que du feu, d'ailleurs, ça pourrait être des bons investissements. Puis il y a aussi toute la question de la gestion des actifs naturels, comme que je parlais tantôt dans l'État de New York. Ici, on l'a fait différemment. On a mis des normes en place pour que les propriétaires de reboiser puis n'aient pas le droit de couper de bois à 15, dépendamment 15-30 sans aide des cours d'eau. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire à travers une gestion des feuillus et de la végétation pour baisser nos coûts de qualité de l'eau, des zones tampons, des zones de purification d'eau, puis les fenus, certaines essences peuvent jouer un rôle important. Après ça, je pense qu'il y a toute une question de restauration écologique qui est sous-estimée. Au Nouveau-Brunswick, on a un nombre incroyable de sites contaminés. Certaines essences, ça ne dépend des contaminations, là, c'est trop pollué, ça ne fonctionnera pas, mais il y a beaucoup de zones que les arbres pourraient très bien vivre dedans avec un peu de travail au niveau du site. C'est des terres que présentement, on ne fait rien. Donc là, on peut tomber dans les notions comme la phytoremédiation, c'est-à-dire remédier des sites à travers les plantes. Puis les feuillus ont un rôle très intéressant à jouer. On a des feuillus qui sont pas commerciales, là, par exemple, l'aune qui est capable de fixer l'azote. Donc, si tu as un site qui est pauvre, tu peux planter de l'aune avec d'autres essences feuillues à haute valeur. Ça va aider à les nourrir. C'est des exemples simples que je vous donne, mais il y en a beaucoup. Il y a toute la question de la biodiversité, l'habitat et la connectivité. Donc, entre les zones de côte, des fois, on pourrait essayer des trials, de voir ce qu'on peut y rétablir la connectivité des habitats. Toute la question des puits de carbone est très importante, la protection de l'eau et des sols, je pense qu'il y a un rôle à jouer là. Puis c'est parce que c'est des valeurs qu'il faut investir dedans d'une façon ou d'une autre. Donc, dans ce contexte-là, lorsqu'on parle de feuillus, il y a beaucoup de l'investissement qu'il va falloir que tu fasses quand même si tu veux rester ici. Donc, ça nous donne un peu un avantage dans le sens de dire, ben, au moins, on peut mixer des feuillus là-dedans à haute valeur, puis on a un certain retour sur l'investissement dans 50, 60, 80 ans. Puis après ça, il y a toute la question des résiliences, des écosystèmes. Il faut diversifier la composition et la structure des peuplements pour améliorer, comme je disais tantôt, c'est une police d'assurance. Donc, la restauration écologique, les services écosystémiques, je pense que c'est un potentiel. Donc, en gros, je pense que j'ai été une slide trop loin. Non, OK, c'est ça. Donc, il y a aussi la question de la recherche appliquée, puis des sites de démonstration, puis de bâtir une capacité régionale. Je pense qu'il faut établir des plantations expérimentales avec des parcelles vitrines. Il faut essayer, il faut faire des essais de différentes provenances de génotypes au niveau de l'adaptation au changement climatique. Ça serait bon qu'on encourage peut-être de boisier privé ou d'autres gens de se développer des petites pépinières artisanales ou des instituts de recherche comme nous autres, puis ailleurs, des universités de se doter d'une capacité de production de semis et une expertise dans ce domaine-là. Puis ensuite, ben, nous autres, c'est vraiment ça, à l'Institut, notre plus grande force, c'est au niveau du transfert des connaissances aux praticiens, aux forestiers, aux gens qui travaillent dans la forêt. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Donc, en conclusion, je vous dirais que
Le reboisement feuillu, ce que moi je proposerais, c'est qu'on aille vers l'approche expérimentaire et adaptative. C'est là qu'on est dans la chaîne des choses. On ne peut pas comme dire demain matin, on va commencer à planter du feuillu partout. C'est encore une pratique très, très marginale. On a les chiffrer, on le sait. Puis, je pense que c'est un potentiel à développer malgré ses limites. Il ne faut pas oublier, par exemple, que ça coûte cher, mais il y a certaines essences que ça en vaut le coup pour des gens qui ont de l'argent à mettre upfront. C'est pas évident, mais c'est un potentiel à développer. Puis, il y a une approche appliquée puis expérimentale qu'il faut développer dans notre région, puis qu'il faut essayer de bonifier puis de mettre de notre côté pour qu'on peut au moins, si on n'est pas dans une position de le faire aujourd'hui, qu'on développe les connaissances qui vont nous permettre de le faire dans 15 ans, dans 20 ans. Puis comme qu'on a vu, ben, c'est assez complexe, puis une réussite, mais ça dépend pas juste de dire: «J'ai un bon semis, puis je vais le planter». Il y a toute une chaîne décisionnelle, puis qui s'impose autant avant, pendant, puis après la plantation. Donc c'est vraiment important de contextualiser ça, puis s'organiser à chacune des maillons de la chaîne. Si jamais vous avez de l'intérêt, j'ai mis des sites, ça c'est l'Institut, on a beaucoup de différents documents par rapport à la régénération artificielle des feuillus, puis à différents niveaux. Donc, je vous encourage à aller sur notre site. Si que vous n'avez pas la PowerPoint, c'est hardwoodzenby.ca, puis vous faites slash ressources, vous allez dans le coin à droite, il y a plein d'autres ressources en passant, pas juste sur le boisement, donc je vous encourage d'aller voir ça. Donc, pour moi, c'est ça. Je vous remercie, puis je vous dirai encore une fois s'il y a des questions ou commentaires. Merci beaucoup Joël pour toute cette information à forte valeur ajoutée. Pour le moment, il y a pas de questions qui remontent, mais moi, c'est vrai que spontanément, j'en avais une ou 2 pour toi, par curiosité. Tu parlais au début de ta présentation de polluants dans les sols, je me questionnais sur, ces polluants-là. C'est quoi les polluants que vous rencontrez le plus souvent et quels sont les plus problématiques quand vous êtes dans des projets, de plantation de feuillus? Ben, nous autres, honnêtement, on n'en rencontre pas beaucoup, Guillaume, parce que, on n'a pas beaucoup, comme je te disais, de projets de reboisement feuillu. Présentement, là, tu sais, comme. Puis, deuxièmement, on n'est pas comme on n'a pas une expertise en phytorémédiation comme telle. Puis on est rarement, d'après notre mandat, nous autres, on focus plus l'Institut sur, les forêts industrielles, les grandes superficies. Donc on en voit moins. Mais au Nouveau-Brunswick, écoute, il y en a, c'est tout mappé, ça, Guillaume. Ça existe des maps des sites contaminés au Nouveau-Brunswick. Une personne qui s'y connaît bien, puis qui a fait du travail dans ce secteur-là, c'est Dedyp Blassard, justement, de l'INA. Delzip a fait pas mal de travail en toute médiation, mais tu parles du mercure, du pétrole, du tyana, puis le problème qu'on a présentement au Nouveau-Brunswick, c'est que nos options de rémédiation dans la loi, c'est qu'il faut sortir le matériel, puis l'apporter pour être traité, dépendamment des types Mmh. de polluants. Donc, la réponse à ça, c'est que souvent, les gens qui ont des terrains contaminés vont juste rien faire, puis ils vont le rester là. Mais à travers la phytorémédiation, écoute, si c'est 25 pieds, 30 pieds de creux, il n'y a rien à faire, mais souvent, c'est superficiel, la contamination. On peut accélérer le processus de décontamination de beaucoup. On a fait des expériences d'ailleurs chez Inno dans le temps, puis on parle du double puis du triple de vitesse, puis des fois plus, juste en faisant des méthodes simples à travers du fertilisant puis des plantes. Donc, moi, je le vois dans l'optique que si on a un site contaminé, qu'on n'a rien à faire avec, qu'il n'y a pas de potentiel commercial, il n'y a pas personne qui va vouloir le décontaminer, ben, ça nous aide un peu à justifier les investissements nécessaires pour les plantations de feu. OK, super, merci beaucoup pour ta réponse. Entre-temps, j'ai laissé un petit peu de temps aux gens, de poser quelques questions. Pour le moment, rien ne remonte. Si vous voulez, vous pouvez aussi lever la main. On peut vous ouvrir votre micro pour, parler oralement, pour ceux qui sont plus à l'aise. On va attendre encore quelques instants. Sachez que, en tout cas, si vous voulez prendre contact avec Innov, vous pouvez nous contacter, via innov@ccnb.ca, ou vous pouvez aller directement sur notre site web. Puis on restera disponible si vous avez des projets, aussi, en lien avec ce domaine-là. Je vois que pour l'instant qu'il n'y a pas plus de questions. Je pense qu'on va pouvoir clôturer, sauf si tu avais, quelques informations supplémentaires à nous donner.
Ben, écoute, moi, je vous encourage, si vous avez de l'intérêt dans le reboisement feuillu, de communiquer avec nous autres à l'Institut ou avec Innov, puis on a quand même une bonne expertise là-dedans, puis je pense qu'il y a un potentiel à développer. C'est juste qu'il faut le prendre de façon réaliste, puis où est-ce qu'on est présentement, pas, se faire des accords qu'on peut partir en Iran puis faire des grosses plantations de feuillus présentement, parce que c'est pas le cas. Mais cela n'enlève rien au potentiel urbain, périurbain, réclamation de sites contaminés, adaptation au changement climatique, développement de capacités régionales. On a beaucoup de travail à faire. Puis si jamais vous voulez me contacter, moi je suis pas mal passionné de ce côté-là, fait que gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Excellent, bah, merci beaucoup pour ton intervention aujourd'hui. Ce fut un plaisir. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés, pour cette heure. Je obtiendrai dans les prochaines 24 heures un lien qui vous permettra de pouvoir le replay. Si vous souhaitez reconsulter certaines informations, ce sera sur une chaîne YouTube. Encore merci Joey et merci à tout le monde. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir.